et qui est responsable, une pathologie fréquente, négligée dans notre contexte, mais qui est responsable de plusieurs conséquences que l'on peut avoir, surtout chez les adolescents et même aussi chez les adultes. J'insiste sur cela, hein, c'est pour cela que je disais, la néphrologie, le hémato et tout, le tout, ce sont des disciplines médicales, mais qui concourent toutes à la meilleure prise en charge de l'individu. Donc, même quand vous étudiez, il faut dire, ah tiens, il faut que je me rappelle qu'est-ce qu'on a vu en hémato, on dit ceci, ou encore qu'est-ce qu'on a vu dans le cours d'anatomie et tout, etc. Alors, nous avons vu donc la glomérulonéphrite post-streptococcique ou glomérulonéphrite post-infectieuse. Et je vous ai dit que la majorité de cette pathologie, elle est due au fait qu'il s'agit des enfants qui ont souvent eu dans leurs antécédents de fréquentes infections des voies respiratoires supérieures, donc des infections ORL qui sont causées par les streptocoques bêta-hémolytiques de type A, essentiellement. Mais ça peut être causé par d'autres microbes aussi, hein. Par exemple, aussi, on a vu que les lésions dermatologiques bulleuses, pustuleuses que l'on a, et ça chez nous, disons qu'on en voit quand même, peuvent être aussi responsables de cette complication, la glomérulonéphrite post-streptococcique, qui finalement, c'est une maladie immune, auto-immune, parce que elle va faire jouer là-dedans le système de complément qui est un système qui contribue à notre défense, et dans ce cas-ci, il y a des facteurs de complément qui sont diminués, en particulier le C3. Bon, vous allez revoir un peu vos cours sur le complément. Mais on a vu aussi que ça intéresse les anticorps. Il y a la production de certains types d'anticorps qui vont se précipiter sur la membrane basale au niveau du rein, du glomérule rénal, et cela va modifier les capacités d'absorption, d'échange qu'il y a au niveau de la membrane basale des glomérules. C'est pour cela que ça va donner des lésions de type glomérulopathie, de type focal, de type, enfin, ça a plusieurs classifications en fonction de la lésion histologique que l'on peut avoir. Et nous avons vu aussi que la prise en charge, bon, elle est ce qu'elle est, hein, c'est une maladie auto-immune, mais que malheureusement, souvent, les patients vont aller vers une insuffisance rénale. Et l'insuffisance rénale, ça va demander donc des prises en charge un peu particulières, comme la dialyse. Je sais qu'à Dipumba, maintenant, on a un appareil de dialyse et aussi, bon, l'autre possibilité thérapeutique, ce sont les greffes des reins. Mais les greffes de reins ne se font pas encore dans notre pays parce qu'il faut revoir la législation, etc. C'est assez complexe. Alors, tout ce que nous avons vu là et qui aboutit à l'insuffisance rénale constitue, si vous voulez, le syndrome glomérulaire. Comment est-ce qu'on peut évoquer le syndrome glomérulaire? Alors, c'est une pathologie qui concerne le glomérule du rein et qu'il faut savoir évoquer lorsqu'on se retrouve devant un patient qui présente certains signes et symptômes que nous avons déjà vus et qu'on va reprendre ici d'une façon euh, systémique et raisonnée. Un, ce qu'on appelle la protéinurie glomérulaire, c'est-à-dire la présence des protéines qui sont passées à travers les glomérules et qu'on va donc les voir où ça? Au niveau des urines. Et donc, la protéinurie va être dépistée grâce à la bandelette urinaire. Donc, retenir vraiment que toutes ces pathologies, pour pouvoir faire un diagnostic, il faut des bandelettes urinaires. Les bandelettes urinaires ne coûtent pas cher. C'est en fait des petits laboratoires de biochimie que vous pouvez utiliser au lit du malade.
Donc, c'est un peu ça l'avantage d'utiliser la bandelette urinaire. Après, vous devez confirmer cela par le dosage de la protéinurie. On va dire c'est combien de grammes de protéines qui sont perdues dans les urines par 24 heures, selon la gravité, selon la quantité d'urine, de protéines qui seront perdues dans les urines, on va estimer que c'est grave, c'est modéré et c'est léger. Et on fait aussi le dosage de la créatininurie dans les urines. Et ce qu'il faut faire aussi, c'est le dosage des protéines dans le sang. Le dosage des protéines dans le sang est souvent couplé par ce qu'on appelle l'électrophorèse des protéines. Et parce qu'avec l'électrophorèse des protéines, vous allez voir toutes les autres fractions de protéines que l'on peut identifier. Donc, c'est bien que vous puissiez revoir votre cours, je pense, de biochimie, où on vous a montré un premier pic d'albumine et puis de protéines alpha 1, alpha 2, bêta et puis des gamma globulines. Donc ça, c'est la chose qui va vous permettre d'arriver au diagnostic d'un syndrome glomérulaire. Ça va vous permettre de retenir les symptômes, les signes, l'approche diagnostique et tout, etc. Après, un autre point important, c'est la présence de sang, la présence de globules rouges dans les urines. On parle alors de l'hématurie. L'hématurie, elle est microscopique lorsque on voit dans les urines plus ou moins 10 globules rouges par millilitre, millilitre, et donc ce n'est pas normal parce que les globules rouges, normalement, devaient être dans les urines. Ces globules rouges qu'on voit dans les urines, lorsqu'elles proviennent des voies urinaires hautes, elles sont déformées, elles sont parfois déchiquetées, ce sont des pycnocytes, elles ont des anomalies de forme et, euh, et surtout dans cette hématurie-là, l'hématurie, elle peut être accompagnée de cylindres. Les cylindres, ce sont des empreintes des tubulures rénales. Ces empreintes-là, qui sont composées par des sécrétions de substances mucoïdes mélangées aux globules rouges et parfois aussi mélangées aux globules blancs. Lorsque ces cylindres sont à l'examen microscopique transparents, il n'y a rien dedans. En fait, c'est seulement du mucus, si vous voulez. On dit, ce sont des cylindres. Il y a la présence des cylindres dans un examen, des cylindres donc, surtout quand il s'agit des cylindres cellulaires, granulocytaires ou hématologiques, euh, doivent vous faire suspecter une glomérulopathie, donc un syndrome glomérulaire. Et puis, toujours au point de vue laboratoire, il faut doser les protéines dans le sang, comme je disais, et la quantité d'une des protéines principales, c'est l'albumine. La quantité d'albumine va être diminuée, surtout sous le profil normalement le taux de la proportion d'albumine par rapport à l'ensemble des protéines, l'albumine a une proportion supérieure à 60%. Lorsque vous avez des valeurs inférieures, bon, ça signifie qu'il y a une perte d'albumine. Nous avons vu les conséquences de la perte euh, d'albumine hein, sur le système oncologique, la rétention de l'eau. Euh, Voilà, excusez-moi, j'écris quelque chose pour ne pas oublier. Voilà. Et donc, voilà. Ça, c'est une des choses qu'il faut rechercher. L'hématurie, lorsqu'elle est macroscopique, en général, quand elle vient des voies urinaires hautes, elle est indolore et, euh, et il n'y a pas de caillots dedans.
Ça, c'est juste un détail hein, qui va vous permettre de différencier une macroscopie de voie urinaire basse, ou bien parce que vous avez saigné beaucoup, même la paroi vésicale saigne, vous avez une cystite hémorragique, vous avez des caillots de sang dans les urines. Alors, en dehors de cela, il y a des signes qui vont apparaître. D'abord, c'est le signe de rétention, le signe de rétention d'eau qu'on appelle œdème. Vous vous rappelez, on a vu que les œdèmes, on va les avoir dans les parties déclives. Et lorsqu'on a les œdèmes, parce que la rétention a beaucoup augmenté. Ah oui, c'est d'autres petits détails que je dois vous dire. La rétention a beaucoup augmenté et elle concerne pratiquement tous les tissus. Donc, c'est une rétention d'urine en extravasculaire. On parle de anasarque. L'anasarque, donc, c'est un œdème généralisé. Quelle est la conséquence de l'œdème? En général, de la rétention d'eau. Rapport au poids de l'enfant, l'enfant peut augmenter de poids. Donc voilà, c'est un autre détail important dans le suivi en néphrologie et dans le suivi du syndrome glomérulaire de l'enfant. Il ne faut pas oublier de prendre le poids régulièrement parce qu'il peut passer de 15 kilos à 17 kilos en moins d'une semaine. Ça signifie qu'il a cumulé du liquide. Autre chose, oui, que je n'avais peut-être pas dit, peut-être qu'on va voir maintenant, la rétention de ce liquide en milieu extravasculaire ne concerne pas que les membres, des choses que l'on peut voir, nous, avec les yeux. Parfois, ce liquide va se cumuler dans d'autres espaces, comme dans le péritoine. Donc, vous aurez l'acide. L'acide, c'est un liquide extravasculaire. Ou encore autour de certaines cavités, comme autour de la cavité cardiaque, on peut avoir une péricardite. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie qu'un patient qui a fait une glomérulonéphrite post-streptococcique, et vous voyez que le poids commence à augmenter, il fait de l'œdème et tout, il faut faire une échographie abdominale. Ça va vous permettre de voir s'il y a aussi de l'acide et parfois même une échographie cardiaque parce que il peut avoir une péricardite. Voilà, c'est des choses, des signes supplémentaires que je ne vous avais pas donné tantôt, mais justement, en revoyant le syndrome glomérulaire, ça m'est venu en tête. C'est pour ça que je vous dis, il faut y penser. Après, ce qui va se passer souvent, c'est que les reins, à force de souffrir, hein, ils vont essayer de compenser cette perte d'albumine et tout, et l'augmentation de la créatinine, et donc sa filtration qui va diminuer, et donc elle va se cumuler dans le sang. Ce qu'on aura comme conséquence après, c'est que le rein va être fatigué, et c'est ce qu'on appelle insuffisance rénale. Cette insuffisance rénale est peut-être aiguë parce qu'elle apparaît après un laps de temps très court. Alors, moi, je vous parlerai surtout de l'insuffisance rénale chronique. L'insuffisance rénale aiguë, elle advient dans n'importe quelle circonstance. Vous le savez que lorsque vous avez une déshydratation sévère, vous pouvez avoir, ça peut aboutir à une insuffisance rénale aiguë. Lorsque vous avez fait des cours de gastro-entérologie dans les diarrhées sévères et que l'enfant il a perdu tellement de liquide qu'il n'urine presque plus. Ça signifie oligonurie ou anurie. À la longue, on peut avoir une insuffisance rénale. Vous savez aussi aiguë. Vous savez aussi que on a une malaria sévère, cérébrale, enfin pas seulement cérébrale, malaria sévère, on peut avoir, surtout lorsqu'on a ce qu'on appelle le black water fever, donc, on a une hémoglobinurie importante. C'est euh, c'est cet excès d'hémoglobine peut précipiter dans les tubules et provoquer une tubulopathie malarienne et qui est responsable d'une oligoanurie ou tout simplement après une insuffisance rénale. C'est pour cela, au cours de la malaria, surtout lorsque vous avez eu une hémolyse massive intravasculaire, donc avec des urines foncées, Coca-Cola, la chose que l'on craint le plus, c'est d'avoir une tubulopathie malarienne
dû à la précipitation de l'excès de l'hémoglobine libre dans les tubules. Et donc, ça va pratiquement boucher et le patient va présenter une réduction de la diurèse. Et c'est pour cela que pour la prise en charge, il faut lui donner des liquides hyperhydratés et éviter à ce qu'il soit déshydraté. Voilà, ça constitue le syndrome glomérulaire. Donc, vous voyez, c'est une répétition de ce que nous avons vu déjà euh, tantôt. Et, euh, et alors, quels sont bon, ici, c'est de la littérature, hein, ça vaut la peine que vous puissiez l'avoir. Par définition, l'insuffisance rénale chronique, c'est la conséquence de la réduction du néphron, la conséquence de la réduction de la partie fonctionnelle du rein et qui résulte donc de l'évolution de plusieurs facteurs qui ont intéressé le rein. Et de, cet état d'insuffisance rénale dure plusieurs mois. Attendez, là, je me suis trompé. Qu'est-ce que j'ai fait là? Je ne sais pas. Oh là là, j'ai touché quelque chose qui n'est pas correct. Ou bien j'ai ouvert deux fichiers en même temps. Oh là là, il faudrait bien que je me retrouve là, hein, sur 63. Ce n'est pas ça. Et même le zoom qui part. Oula, oula, oula. Eric, excusez-moi, là, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je suis, zoom, 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 zoom. Donc là, on devra revenir sur notre écran. Excusez-moi, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que vous continuez à avoir l'écran? Oui, je vais me défiler mes diapos. Ça, nous avons déjà vu. Je suis désolé, hein, de vous revenir en arrière. Oh là là, je ne comprends pas. Pas grave, je crains d'avoir ouvert une autre section. Mais non, je pense avoir ouvert une autre section. Voilà, je pense qu'on y est de nouveau. Je dois vous mettre ça en diaporama, là. Et voilà, je pense que c'est assez clair comme ça. Bon, excusez-moi, je suis désolé pour... Alors, pour étudier la fonction rénale, il existe des formules. La formule de Cockcroft et Gold, bon, ça, je vous la laisse là, mais je vous donnerai d'autres formules parce qu'en pédiatrie, si je me trompe pas, on a d'autres formules. Juste ici pour rappeler que la créatinine, c'est une protéine qui vient surtout des muscles, hein, et donc et qui est éliminée exclusivement par le rein, ce qui fait que lorsqu'elle augmente, ça signifie qu'il y a un défaut de filtration de cette protéine dans le sang et c'est ce qui est à la base de son utilisation comme critère pour savoir comment fonctionnent les reins. Bon, les reins, vous savez, ont aussi un rôle de production de cytokines ou de production hormonale. Parmi les cytokines que le rein produit, il y a ce qu'on appelle euh, l'EPO, donc qui est une cytokine qui sert pour la production du sang pour l'érythropoïèse, c'est l'érythropoïétine. Il y a aussi le rein produit la rénine qui est responsable donc de la pression artérielle
Et le rein intervient aussi dans le métabolisme de phosphore et du calcium. Et donc, ce qui signifie que lorsqu'il y a une insuffisance rénale, on aura comme conséquence des perturbations au niveau de l'équilibre hydrosodé. Donc, l'équilibre hydrosodé va concerner les ions. C'est pour ça qu'il faut faire le dosage on demande le dosage des ions quand on a un problème des reins. Et ces ions, c'est quoi qu'on regarde? C'est le sodium, c'est le potassium, surtout sodium, potassium et calcium. Au moins ces trois-là, je sais qu'on les dose. Puis on regarde, le rein intervient dans l'équilibre acido-basique. On regarde justement l'équilibre acido-basique en recherchant le pH. Sinon, il y a des appareils qui sont des gazomètres qui vous permettent aussi de relever le pH sanguin, la quantité de bicarbonate, la quantité d'ions acides, etc. Et il faudrait regarder s'il n'y a pas une toxicité de certains produits qui sont des déchets. Par exemple, c'est l'acide urique. L'acide urique qui va se cumuler, c'est un produit toxique. Et si ça se cumule dans certaines articulations, certaines parties du corps, ça va donner ce qu'on appelle la goutte. Et enfin, l'autre conséquence, c'est que en ce qui concerne le calcium et le phosphore, c'est que lorsqu'il n'y a pas assez de calcium, donc le calcium, on en a besoin pour la production des os, on peut avoir donc une ostéopénie, donc une diminution de la densité de l'os ou ostéoporose. C'est une conséquence qu'on peut avoir lors de l'insuffisance rénale. Au point de vue hématologique, comme je vous ai dit, le manque de EPO va être à la base d'une anémie par insuffisance de production médulaire. Et nous avons vu, lorsqu'on a parlé de la glomérulonéphrite post-streptococcique, ce que ces pathologies peuvent avoir aussi des conséquences sur des organes nobles comme le cœur. Déjà, sur le cœur, il ne s'agit pas seulement des, euh, des valvulopathies, hein. Comme je vous ai dit, les valves peuvent être touchées d'une façon secondaire à la suite d'une infection ORL post-streptococcique. C'est la maladie rhumatismale cardiaque, en fait, oui, les cardiopathies post-rhumatismales qui arrivent et qui va toucher les valves. Et c'est une des causes d'ailleurs d'intervention au cœur chez les adolescents et les adultes. Et donc, et aussi, il ne faut pas oublier ce qu'on a dit, c'est que même chez les jeunes enfants, on peut avoir l'hypertension artérielle. Voilà. Donc ça, en ce qui concerne donc la conséquence du syndrome glomérulaire. Alors, quelles sont les causes? Ici, je balaye un peu toutes les causes, c'est pour votre connaissance, mais nous allons retenir les causes qui nous intéressent en pédiatrie. Oui, bon, il y a ce qu'on appelle les néphropathies. Alors, nous, en pédiatrie, on va retenir néphropathie drépanocytaire. Voilà, retenez ça. Néphropathie drépanocytaire. Néphropathie diabétique, parce que le diabète, nous en avons en, en, en pédiatrie aussi. Après, vous pouvez avoir des néphropathies héréditaires, comme le syndrome d'Alport ou encore la polykystose rénale. Et vous pouvez avoir les néphropathies dans les maladies systémiques, comme les vascularites, Kawasaki, lupus, Guillain-Barré, toutes ces maladies qui sont en fait des maladies auto-immunes qui peuvent être à la base de l'insuffisance rénale chronique. Mais en réalité, il y a aussi toutes les causes urologiques aussi. Lorsque vous avez un gros calcul qui bloque le passage des urines et vous avez l'hydronéphrose, dilatation au niveau des reins,
à la longue, comme ça ne fonctionne pas bien, vous pouvez avoir une insuffisance rénale aussi. Et puis, vous avez des insuffisances rénales, oui, c'est important en pédiatrie, qui sont liées à une intoxication. Souvent, c'est aigu, hein, mais après, vous la découvrez plus tard, elle est chronique, à une intoxication médicamenteuse. Au moins retenir une chose, quels sont les médicaments qui peuvent provoquer une insuffisance rénale? Ce sont des médicaments, d'ailleurs, vous en avez eu, les euh, médicaments, ce sont les aminosides. C'est pour ça, en néonat, enfin, en pédiatrie, il faut faire très attention sur l'utilisation des aminosides parce que plusieurs aminosides, comme la gentamicine, a un effet ototoxique et néphrotoxique. Néphrotoxique, ça signifie que c'est le rein qui va souffrir. Donc, faut pas oublier qu'il y a des médicaments qui ont un effet néphrotoxique, en l'occurrence les aminoglycosides. Alors, lorsqu'on se retrouve, oh là, là, je chipote et je me trompe, bla, bla, bla. Lorsqu'on se retrouve devant des cas d'insuffisance rénale chronique, il faut faire des bilans. On a déjà répété, hein, je vous ai dit, les bilans complémentaires, c'est entre autres l'échographie. L'échographie, c'est important. Au nord, on peut faire la résonance magnétique. Pourquoi est-ce qu'il faut faire, par exemple, aussi le fond d'œil? Il faut faire le fond d'œil parce que vous pouvez trouver des signes de l'hypertension artérielle qui peut après se manifester aussi au niveau du fond d'œil, comme on fait pour les adultes. Et nous avons vu la fois passée que l'élément essentiel dans tout ça, c'est la biopsie. Parce qu'en néphrologie, le point essentiel vraiment qui vous permet à faire le diagnostic, c'est la biopsie rénale. Alors ici, vous avez une image qui montre l'insuffisance rénale et qui peut être qualifiée en débutante, moyenne, grave, sévère. La créatinine qui augmente pendant ce temps-là. Donc, vous voyez que la filtration glomérulaire diminue. Bon, j'ai laissé ces images parce que les images vous permettent de retenir pas mal de choses. Ici, la fonction hormonale, hormonale du rein, c'est produire l'EPO, c'est produire la vitamine D, parce que le rein intervient justement dans l'absorption de la vitamine D et aussi la production de rénine, avec comme conséquence diminution de la production du sang, ostéopénie, diminution de la calcification. Et là, vous avez une rétention importante de liquide, etc. Donc voilà toutes les conditions qui vous expliquent l'insuffisance rénale chronique. Ce sont des belles petites images. Je voulais le partager avec vous parce que ça peut vous servir pour la mémoire. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir en bref de l'insuffisance rénale? C'est pour cela que je me dis à l'examen, je vais ne c'est difficile, c'est vraiment ne pas vouloir étudier ou ne pas vouloir répondre si vous ne retenez pas les choses essentielles qui sont ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme signe biologique d'une insuffisance rénale chronique? Un, on a dit qu'on demandait la créatinine. Comment est-ce qu'elle sera la créatinine? Elle sera augmentée. Si on ne sait pas faire la créatinine au laboratoire, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire l'urée. Comment sera l'urée? L'urée sera augmentée. Ça signifie donc qu'il faut connaître les valeurs normales de l'urée. Après, vous avez les ions, donc tous les facteurs qui sont responsables de l'acidité. Les ions, un des ions les plus importants qu'il faut rechercher, c'est le potassium, parce que le potassium, l'excès de potassium devient néfaste. Et vous avez l'acide urique, hein, comme on a vu, qui sera aussi augmenté, et l'augmentation de l'acide urique va être responsable, par exemple, de la goutte. Alors là, ce sont des symptômes que vous pouvez imaginer vous-même un peu. Ces symptômes représentent quoi? Quels sont les signes cliniques? Vous pouvez imaginer, hein? Bon, j'ai là les réponses en dessous. Là, c'est quoi ça? Quand on descend les escaliers, ça signifie fatigue. Et là, on est pâle, on va être transfusé, anémie. Et là,
Ça signifie qu'on a quoi? On a un œdème des membres inférieurs. Et là, on se gratte. Ah oui, l'œdème, c'est ici, pardon. On peut se gratter, hein, on a du prurit lors de l'insuffisance rénale. On peut avoir des problèmes de vomissement. On dit, bah, il ne fait que vomir, c'est son insuffisance rénale qui le fait vomir. Voici les signes. Moi, je vous ai donné les images. Voici les signes biologiques que vous pouvez retenir, hein. Donc, je ne vais pas les reprendre puisqu'on les a cités. On peut avoir l'hypocalcémie, l'hyponatrémie et on peut avoir euh, une anémie. Les signes cliniques, c'est une polyurie. Ah oui, ça c'est important, hein. Le patient qui va faire une insuffisance rénale, il y a plusieurs phases. On peut passer par une phase polyurique, on ne fait qu'uriner parce que ça ne filtre pas bien, tout passe, comme chez les diabétiques. Et puis on peut avoir une phase d'oligurie, anurie, et souvent quand on passe dans la phase d'oligurie, anurie, c'est pour après mourir, hein. Donc c'est des complications. Le patient lui-même, il est fatigué, il est asthénique, il peut avoir une perte de l'appétit, pâleur, il peut avoir des vertiges, des maux de tête, l'hypertension, la rétention hydrosodée, ça signifie des œdèmes, ça peut être des anasardes, il peut avoir de la nausée, vomissements, et les neuropathies sont à la base des fourmillements. On a l'impression que j'ai mes pieds ou des crampes, ou alors parfois tout simplement de l'impotence fonctionnelle. Donc tous ces signes, vous les avez sur ces diapos, hein, mais ça vous permet de revoir les signes de l'insuffisance rénale chronique, que vous avez retrouvé une bonne partie lors des glomérulonéphrite post-streptococcique et l'évolution, malheureusement, souvent en néphrologie, c'est vers une insuffisance rénale. Alors, l'hypertension, une belle image, hein, ça, ce sont des belles images que vous pouvez garder pour comprendre pourquoi est-ce que on a une hypertension artérielle. Elle est fréquente chez les patients qui présentent des lésions rénales. Donc, ce qu'il faut retenir, même chez les enfants, je vous ai dit la fois passée, on peut avoir de l'hypertension à cause, par exemple, des anomalies de l'artère rénale. Ces anomalies de l'artère rénale, souvent chez les adultes, c'est la restriction du diamètre de l'artère rénale au cours de l'athérosclérose. Mais chez les petits enfants, parfois c'est un vaisseau anormal ou bien des bris de fibrine qui interfèrent avec l'artère rénale, hein, et qui réduisent donc, si vous voulez, le diamètre de l'artère rénale. Et cela porte comme réaction l'augmentation de la tension artérielle. Et voilà, ça, ce sont des belles images qui vous montrent aussi les reins qui sont perturbés et quand le rein va mal, le cœur aussi ira mal et tout. Il y aura rétention des liquides, œdème et tout, etc. Voilà, c'est une belle image. J'aime bien cette image tout simplement parce que elle vous permet, au point de vue pneumonique, de ne pas oublier que les glomérulonéphropathies en pédiatrie aussi sont responsables de l'hypertension artérielle. Alors, une autre complication de l'insuffisance rénale, et ça, vous pouvez le voir aussi même chez les drépanocytaires, hein. N'oubliez pas qu'on a dit que parmi les néphropathies, il y a la néphropathie drépanocytaire. La néphropathie drépanocytaire peut aboutir justement à une insuffisance rénale et au cours de cette insuffisance rénale, on peut avoir une anémie qui est différente de l'anémie hémolytique parce que là, c'est une anémie par carence en érythropoïétine. Donc, il y a un déficit de production de la moelle, comme vous pouvez voir ici dans cette image. Normalement, lorsqu'il y a une condition d'anémie ou d'hypoxie, ça stimule au niveau du rein la production de l'érythropoïétine. Ici, lors de l'insuffisance rénale, la production d'érythropoïétine est insuffisante et donc vous voyez qu'on n'a pas assez de globules rouges qui seront produits au niveau de la moelle.
quels sont les signes cliniques, hein? On a vu qu'on a l'asthénie, la fatigue, les maux de tête. Ici, c'est le signe de la fatigue, et parfois palpitations et tout, etc. Somnolence, paresse, voilà. Ce sont tous des petits trucs intéressants. Voici les signes cliniques maintenant lorsqu'on a une anémie au cours de l'insuffisance rénale parce qu'il y a un déficit de production de l'érythropoïétine qui est essentiel pour stimuler la production des globules rouges au niveau de la moelle. Donc, comme c'est insuffisant, donc on n'aura pas assez de globules rouges. L'anémie en général rénale, elle est normochrome, normocytaire, pas régénérative. Pas régénérative, ça signifie quoi? Question d'examen. Quel examen est-ce que je vais demander pour définir ce type d'anémie au cours de l'insuffisance rénale? On demande les réticulocytes. J'étais étonné de voir que pas mal de candidats au jury ne connaissaient pas trop bien cette possibilité de différencier les types d'anémie en normoproductive ou normogénérative, hypergénérative et hypogénérative. Et que le moyen pour pouvoir les définir, c'est la numération des réticulocytes ou le pourcentage de réticulocytes, parce que dans beaucoup de nos centres, on continue encore à travailler avec les pourcentage. Donc voilà, il faut rechercher les signes d'inflammation et tout, etc. Les signes cliniques, hein, c'est l'asthénie, la pâleur, vertige, essoufflement à l'effort, et on peut avoir aussi des douleurs thoraciques. Donc vous comprenez que le drépanocytaire qui a une insuffisance rénale peut aussi avoir des douleurs thoraciques, et les douleurs thoraciques chez le drépanocytaire en général, on les exprime comme un syndrome thoracique aigu. Les troubles, voilà, c'est une belle image. Le trouble métabolisme du calcium, hein, je vous ai dit qu'on pouvait avoir l'ostéopénie, donc la réduction de la densité osseuse. Et quand on a une ostéopénie, ça signifie que les os deviennent fragiles. Chez les tout petits, on parlait aussi oui, on parle comment on appelle cette maladie-là? J'ai des petits problèmes de mémoire, de rachitisme rénal. Il faut pas oublier, les enfants sont très fragiles. Et ici, c'est l'ostéopénie, donc l'ostéoporose avec des risques de fracture lorsqu'on se cogne et tout, etc. Alors, comment est-ce qu'on va traiter l'insuffisance rénale chronique? Waouh! Bon, en principe, en général, on essaye de régler le problème. On atténue les facteurs responsables. La cause, vous vous rappelez? On a vu que à la suite de la glomérulonéphrite post-streptococcique, il faut faire la prophylaxie avec la pénicilline G, G, et on donne en général 1200 unités chaque mois pendant plusieurs années. Bon, ça se discute, hein, mais je pense que c'est bon de les maintenir pendant plusieurs années pour éviter que les mêmes microbes reviennent et qu'ils provoquent les mêmes réactions immunes qui vont donc être à la base de la glomérulopathie, du syndrome glomérulonaire. Et comment est-ce que on peut soigner les patients? Bon, les patients maintenant, je parle de l'insuffisance rénale, quand rien ne va plus, c'est l'hémolyse, c'est l'hémodialyse. L'hémodialyse, donc c'est un système d'épuration du sang qui se fait chez des patients où les reins ne fonctionnent plus bien. Le problème de l'hémodialyse, c'est le coût et les liquides spécifiques qu'il faut utiliser qui ne sont plus produits dans notre pays. À Bonzola, là, à côté de Bonzola, il y avait une entreprise il y a quelques années qui était gérée, si je ne me trompe pas, par les Allemands, qui produisait aussi les liquides de l'hémodialyse. Et maintenant, ces liquides, pour la plupart de nos appareils d'hémodialyse, sont importés. Et ça coûte cher parce que ça pèse aussi. Et donc, les séances d'hémodialyse, bon, c'est indiqué, hein,
Dans le cas d'une insuffisance rénale chronique, c'est vraiment indiqué. Et ce sont des séances, il faut faire parfois 2, 3 séances par semaine. Mais ces séances, je ne sais pas le coût en Bujumaï, mais à Kinshasa, c'est autour de 100 à 150 dollars par séance. Quand vous mettez la somme, ça signifie 450 dollars par semaine. Attention, il faut trouver, oui, le challenge de l'hémodialyse, c'est l'abord veineux. Alors, en fait, souvent, ce qu'on fait, on fait ce qu'on appelle le shunt artériel périphérique. Ce sont les chirurgiens qui font ça pour qu'on n'est pas tout le temps en train de chercher la voie veineuse chez une personne qui doit venir 3 fois par semaine. Il faut qu'il y ait un bon abord veineux. Alors, généralement, ils font des shunts et comme ça, c'est à travers ça que l'on peut faire la séance de dialyse. Le patient va rester, ça peut se faire en ambulatoire, il va rester quelques heures, le temps que ça puisse se faire. Ça se fait dans des unités de dialyse où on a un personnel entraîné, formé et qui prend en charge plusieurs aspects. Vous savez, être dépendant du rein, de l'appareil, c'est vraiment pas facile, hein. Et donc, un personnel qui sait donner des conseils, qui rappelle aux malades les régimes à respecter, les choses à éviter et tout, etc. Mais 2 à 3 fois par semaine, c'est quand même beaucoup. Ça, c'est le mot dialyse. Alors, en général, en pédiatrie et surtout en cas d'insuffisance rénale aiguë, on recourt à la dialyse péritonéale. Comme je vous l'ai dit tantôt, le péritoine a la capacité de pouvoir filtrer aussi les liquides parce qu'il y a c'est une grosse membrane hein, dans la cavité abdominale. Elle fait le rôle de filtre, donc elle peut remplacer le rein. Alors, le désavantage de l'hémodialyse péritonéale, d'abord en pédiatrie, c'est indiqué en cas d'insuffisance rénale aiguë, parce qu'on a quand même des bons résultats chez les enfants. Et le désavantage, c'est que à la longue, lorsqu'on a ce tube, puisqu'on met un drain dans la cavité abdominale, ça peut s'infecter. Et si ça s'infecte, ça signifie péritonite. Voilà. Mais une des dernières solutions pour l'insuffisance rénale chronique, c'est de rechercher un autre rein d'une autre personne qu'on appelle donneur, compatible et qui peut donner son rein. On peut vivre avec un seul rein. Mais attention, je ne sais pas si vous êtes au courant, je me permets d'en parler, c'est qu'en Afrique, oui, c'est pas que de science-fiction ou bien oui, c'est des histoires qu'on raconte au Congo en période électorale ou pas, etc. Oui, non, il y a réellement un trafic d'organes dans le monde. À un moment, on en parlait surtout en Amérique latine, ce sont des pauvres enfants qu'on kidnappait, soit on les amenait en Europe, et puis ou bien parfois aussi les adoptions. Bon, parlons-en quand même, hein. Ce n'est pas que c'est exagéré, on raconte des bobbies. On prend un jeune homme, on dit on va l'adopter, et puis on dit ah non mais il a une appendicite, on l'amène à l'hôpital, et on lui enlève le rein en dehors de l'appendice. Et donc le rein, c'est un organe qui est très cher. Et là, les reins, personne ne regarde que c'est le rein d'un nègre, d'un Chinois ou d'un Indios ou pas, etc. Parce qu'il filtre. Et donc, il semble que au Kenya, il y a quand même une plateforme d'exploration des organes. Il y a même des étrangers, des Européens en l'occurrence, qui viennent au Kenya, soi-disant en tourisme, dans des hôtels de grand luxe, mais qui se font opérer au Kenya, dans des hôpitaux. Au Kenya, il y a des hôpitaux de très haut niveau, hein, etc. Et ce sont des gens qui vendent leurs reins. C'est triste à dire, hein. Je pense que vous avez vu parfois ces programmes à la télévision qui vendent de leur rein parce qu'ils sont pauvres. Vous savez, la pauvreté. Vous ne mangez pas à votre faim, on vous dit, tu sais que si je te fais une petite cicatrice, tu as 2 reins, tu peux vivre avec un seul rein. Mais la conséquence, c'est que les gens qui vivent avec un seul rein, quand ce rein ne fonctionnera pas, ils devront à leur tour chercher un rein. C'est pour ça que c'est une pratique à ne pas conseiller. Bon, mais attention,
Donner son rein, c'est un acte de bravoure. Donner un organe pour sauver un membre de famille, par exemple, c'est un acte d'amour, de bravoure. Mais il faut se préparer. Il faut donc que la personne qui se propose de donner son organe soit préparée sur l'hygiène de vie qu'elle devra mener, les précautions qu'elle devra prendre, parce qu'elle n'aura qu'un seul rein. Et donc, c'est important que le don des organes, c'est légitime, hein. Euh, dans notre pays, je pense que le Parlement n'a pas encore voté. Pour le moment, je ne sais pas. Non, ce n'est pas, il n'y a pas encore une loi qui permet la donation des organes solides, du moins, quoi. Bon, le sang, c'est autre chose, hein. C'est un organe liquide, hein. Mais donner le rein, j'ai l'impression qu'en RDC, on attend la législation sur ça. Et donc, voilà, cela va conditionner le donneur pour que lui-même ne soit pas plus tard dans le besoin. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir donner le rein? En général, on cherche parmi les membres de famille, pas nécessairement dans la même famille, mais des membres de famille proches. Ça peut être un cousin, un oncle ou pas, etc. Et dans les pays européens, il existe une banque, une banque avec les propriétés immunologiques des donneurs et du receveur. Et alors, là, il faut qu'il y ait une compatibilité du système HLA, Human Leukocyte Antigen. C'est ça le système HLA. Ce n'est pas la compatibilité des groupes sanguins A, B, O, Rhésus. Non, ça ne suffit pas. Il faut une compatibilité des tissus, pas seulement la compatibilité des globules rouges. Voilà. La greffe du rein, c'est celle qui résout pas mal de problèmes en attendant qu'on trouve d'autres solutions. Mais les mesures à prendre, c'est éviter de tomber dans l'insuffisance rénale. Et pour cela, ce sont des mesures préventives. La prévention est un des actes importants, essentiels pour éviter justement l'insuffisance rénale. Je pense que c'est ma dernière diapo. Oui, ici, c'est juste une image justement pour vous montrer ce dont nous venons de parler, hein, l'hémodialyse qu'il faut faire de plusieurs types. Là, c'est l'hémodialyse péritonéale automatisée avec un appareil ou bien tout simplement simple. Là, c'est juste pour insister que le système ABO et HLA, ce sont deux systèmes différents. Pour donner le rein, il faut avoir la compatibilité du système HLA. Je vous laisse ces petites images parce qu'elles sont sympathiques et puis comme ça, vous avez du matériel. Vous pouvez relire, hein, mais ceux qui auront suivi le cours, bon, je pense que vous aurez eu les éléments essentiels. Et je voudrais m'arrêter là pour le moment. On continuera donc les prochaines sessions. Ça ne peut être que la semaine prochaine. Cette semaine-ci, je ne sais pas continuer parce que je ne suis pas du tout disponible. Voilà.